Alors pour ce travail 8, circuit séquentiel, on devra reprendre ce qu'on a fait dans notre travail 7, ici, avec une table de vérité. On va reprendre le schéma du circuit et notre fonction logique optimée. On devra la présenter ici, la table de vérité, ici le circuit qu'il faudra reprendre et on a donc le format qui nous est demandé. On a notre fonction en faisant un symbole, on a la clock DFF4, une DFF simple avec une capacité au bout de 50 farad et une sortie. Ici, ce qu'on a, on a bien 50 farad ici, on a une sortie, on a une clock ici qui est en fait cette clock est donnée dans le circuit à télécharger sur LTSpice. Ici, on aura ceci, travail 8, non pas ceci, séquentiel circuit qu'il faudra dézipper et on a ici la DFF qu'il faut chercher. Il faudra aussi reprendre le travail des circuits précédents en regardant dans Digital Design, il me semble, toutes ces portes logiques notes qui nous auront servi pour faire la fonction. Parce que, en fait, ici, on peut faire une abstraction. On aura à chaque fois ici, on pourra se servir de symboles déjà faits. Ici, on a les symboles fournis par LTSpice. Ici, on a nos symboles à nous. Et moi, ma fonction, hop, je l'ai abstraite grâce au fait qu'on a ici plein de labels. Ici, chaque fois on met un label. Et ils doivent avoir partout le même nom. A, B, C, D et le out. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est ouvrir pas le schéma, mais le symbole. Alors ici, on va faire la fonction. On a A, B et C. Ici, on a le dessin. Et ici, on a les sorties. Enfin, les entrées plutôt. Et ici, la sortie. Et ici, ce qu'on devra faire, c'est par exemple, moi j'ai mis un label A, left, un offset de 35. Ici, on peut dessiner le symbole. Et à la fin, on devra rajouter des pins. Ici, avec left, right. Ici, pour les rendre visibles, on met le label. Et alors, on a un label qui permet de... Ici, vous voyez, A, ici, ce sera A. Il faut bien que ça porte le même nom. Le out, ce sera out. Et du coup, n'importe où dans notre circuit, on pourra vraiment aller le chercher, le poser comme ça et s'en servir. C'est comme faire une fonction sur Python ou quel langage. Ici, il y aura, on devra faire la même chose pour le DFF4, où on aura à chaque fois 4 DFF avec A qui est synchronisé à la clock et on aura A clock en sortie, B, B clock, C, C clock, D, C clock. Si vous voulez jeter un œil à tous les schémas et tous les symboles, vous pouvez aller sur mon GitHub, ce sera push. D'autres spécificités, ici, quand on va faire simuler le circuit, vous verrez que donc pareil avec les pulses pour parcourir la table de vérité, mais cette fois-ci on le simule à 34 nanosecondes. Parce que ici, comme on utilise un DFF, il y a un décalage de 2 nanosecondes dans la représentation de la table de vérité de sortie. Dans le rapport, moi ici je l'ai indiqué, ici. Et ici c'est vrai que je devrais rajouter une signification à ces deux barres verticales, c'est pour signifier qu'il y a eu un décalage. Donc la table de vérité commence ici. Vous voyez, et je la parcours. Alors, maintenant, on va devoir parler du résultat de la simulation à la fréquence maximale. Que, je pense avoir fait le tour du sujet. Mais on va parler de clock et on va comprendre vraiment cette notion grâce à un circuit Minecraft. Il faut que je reset. Donc ici, on a le levier qui fournit la
l'énergie de base. Comme dans Minecraft, il n'y a pas de perte d'énergie, c'est parfait. Hop. Ici, du coup, j'ai une cloque qui travaille. Vous voyez? Ici, à chaque fois, on a un délai. Et ça va alimenter le piston ici. Hop. Et du coup, il y aura un bloc qui va pouvoir être régénéré de pierre, comme dans Minecraft, de l'eau et de la lave, ça fait de la pierre. Hop. Et vous voyez, au fur et à mesure, euh, on a de la pierre qui représente un peu l'activité de notre circuit. Et on aura ici, pareil, une cloque qui va permettre de valider un bloc qu'on a créé. Ici, on va faire activer la cloque. Hop. Et ici, on va se servir de ça. Et comme ça, hop. Vous pouvez le voir, petit à petit, on crée ainsi. Grâce au clock, on synchronise notre système. Et vous voyez, cette cloque là, on voit bien que ici ce piston il travaille, il travaille pour rien parce que des fois il pousse comme ça. D'ailleurs en fait, on peut considérer ça comme un glitch parce que il va, au lieu d'enregistrer à un certain intervalle de temps, il pourrait enregistrer des informations qui sont pas correctes. Je sais pas si on le voit bien. Et en plus ça se dénote encore plus si on a une cloque qui est cette fois-ci beaucoup plus. Si on a une cloque beaucoup plus rapide, on va voir que ici, il travaille beaucoup pour rien et pourrait enregistrer trop d'informations. Des informations qu'on n'aurait pas besoin. Voilà. Donc, maintenant qu'on a une intuition de la notion de fréquence, maintenant on va voir comment la calculer et l'obtenir. Alors, en écho au travail précédent, il fallait déterminer le temps de propagation et de contamination. Le temps de contamination correspond au temps de variation le plus court de l'output après la variation d'un de ses inputs. On peut le trouver en observant le graphe d'une simulation transitoire du circuit opposant l'output et l'input ayant le chemin le plus court vers l'output. Alors, on aura aussi le même laïus pour le temps de propagation. Le temps de propagation correspond au temps de variation le plus long de l'output après la variation d'un de ses inputs. On peut le trouver en observant le graphe d'une simulation transitoire du circuit opposant l'output avec l'input ayant le chemin le plus long. Grâce à la configuration du circuit, le chemin le plus court est égal au chemin le plus long, donc le temps de propagation est égal au temps de contamination, c'est-à-dire 0,4 nanosecondes. Et c'est justement ce 0,4 nanosecondes qui va nous être très utile pour connaître la fréquence maximale de notre circuit. Parce que, en fait, le temps de propagation va donner la période. Et la période, hop, 1 sur t est égal à la fréquence. Et notre période, bah, c'est 0,4 nanosecondes. Hop. Et du coup, on va obtenir 25. Hop. Ici, là, c'est 1000 millions. Ouais, je sais pas lire ce nom, mais ça donne 25 GHz. J'ai peur de dire une bêtise. Voilà, ça nous donne 2,5 GHz, excusez-moi. Voilà. Et du coup, bah, c'est vraiment la relation qu'on représente ce temps de propagation avec notre fréquence. Et imaginez, vous ne connaissez pas bah, la fréquence, enfin vous connaissez pas la période et vous voulez l'obtenir. Bah, il faut résoudre cette équation là. 1 sur x est égal à la fréquence. Si vous avez une fréquence par exemple de 80 000, il faut trouver ici, il faut trouver la valeur de x. Pour trouver cette valeur de x, ce qu'il faut faire c'est 1 divisé par 80 000, 1 divisé par 8, ça fait 0,125, et puis vous faites 125
Si vous le remettez à... On aura 125 fois 10 exposant 3. Voilà. Et puis, ici, vous comptez 4 zéros, donc on les additionne. On a 125 fois 10 exposant 7. Et alors, du coup, on aura une période de l'ordre de... regardez, 1 sur 125 fois 10 exposant moins 7. Et alors, on retombera sur les 80 000. Je cherche la calculatrice. Ouais, non. Et voilà, bon, pour comprendre, passer de l'un à l'autre, comme ça, vous verrez par vous-même. Ici, l'astuce que j'ai donnée, à mon avis, il y a un autre moyen plus simple, mais moi je me dis que c'est déjà pas mal. Alors, ici, du coup, on est dans notre travail 8. On aura les résultats de la simulation à la fréquence maximale. Comme le temps de propagation du circuit est d'à peu près 0,4 nanosecondes, on obtient la fréquence maximum que l'horloge peut atteindre sans qu'il n'y ait de glitch à 2,5 GHz, c'est-à-dire 1 divisé par 0,4 égale 2 GHz. Ci-dessous, on peut observer que le circuit, ici on a notre horloge, on a ici le parcours de la table de vérité avec nos pouces, et ici on a le tracé. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, ici c'est assez lisse, on a de belles enregistrements, et il faut bien remarquer ici que un changement apparaît sur l'un des flancs montants de l'horloge de VCK. Ici. Donc ici, j'ai un peu sauté. On le voit mieux ici. Comme la cloque est plus courte, plus longue, pardon, on le voit mieux. Ici, vous voyez, le 1, je ne l'ai placé pas nulle part parce que ici, si vous regardez le 1, hop, correspond vraiment à cette ligne-ci. Que... Comme ça, je peux zoomer encore un peu plus. Ici, on voit bien que c'est enregistré sur le plan montant. On voit qu'il y a des changements que quand il y a le flanc montant. Ici, on le voit pas, mais si vous voyez le 1, le 1 qui devient un 0. Ici, ça a été changé parce que c'est sur un plan montant. Hop, ça. Si on le voit une nouvelle fois, c'est pas un hasard, c'est vraiment parce qu'on a un DFF qui permet de synchroniser tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut retenir dessous ça? C'est que euh, le temps de propagation estimé lors du travail euh, précédent était d'à peu près 0,4 nanosecondes, ce qui correspond à la période de la fréquence maximale à laquelle on peut régler l'horloge du circuit séquentiel proposé avant que la tension de sortie ne commence à glitcher. Où la relation 1 sur temps de propagation est égale à la fréquence max. Si l'on choisit une fréquence supérieure à la fréquence maximale supposée du circuit, le bruit généré pourrait causer des erreurs dans la logique d'un système complexe. Il est donc préférable de s'y tenir. Voilà. Et c'est ce que je voulais illustrer grâce à ce circuit. Ici on a une activité et on pourrait enregistrer des glitches. Et ici on a un exemple à 5 GHz qui est 2 fois la fréquence maximale. Et on voit qu'on commence à avoir vraiment des glitches ici. Sur le flanc descendant. Hop. Et voilà, j'espère que j'ai été clair et que je passerai de superbes vacances. En tout cas, moi, elle commence bien.